8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Thibaut de Montbrial. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes également le dirigeant du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et auteur du livre Le choc ou la chute aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1 pour cette grande interview. On est ensemble pendant 20 minutes. On va parler de tous vos sujets et Dieu sait qu'il y en a. Je voulais vous entendre tout d'abord sur la France Insoumise. LFI qui a fait appel de la décision du préfet de police de Paris d'interdire leurs concerts politiques dimanche soir à l'occasion de la fête de la musique. LFI qui pointe du doigt le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et Arliel Veil, qui est le maire de Paris-Centre, et dont le nom est porté par des familles ashkénazes, juives ashkénazes. Qu'est-ce que ça dit de la France insoumise ? Ça n'apprend rien de la France insoumise, ça confirme un certain nombre de choses sur la France insoumise. Moi, je vous le dis très tranquillement ce matin, la France insoumise est un mouvement politique qui est contraire aux valeurs démocratiques et qui est un danger pour la démocratie française. Pourquoi ? Vous avez un dirigeant, Jean-Luc Mélenchon, qui assume un double discours public. Le premier, c'est le discours du candidat, tout à fait légitime dans l'absolu, à se présenter à l'élection présidentielle avec des propositions politiques. Mais dans le même temps, et l'exemple de son discours d'hier soir l'illustre, il distille ses prises de parole de références antisémites, d'appel à la violence. Quand il dit en avril 2025 à Auxerre, nous sommes liés et alliés avec la jeune garde, juste après la mort de Quentin dans les conditions que vous connaissez. Quand il soutient, quand il voit Raphaël Arnaud, le chef de la jeune garde, qui est pourtant une ligue dissoute, qu'il le fait applaudir lorsqu'il revient à l'Assemblée nationale. Lorsque il cautionne Rima Hassan, qui tient les propos que nous savons sur la Palestine, et avec également un lot d'antisémitisme marqué. Quand il tend la main à M. Bakayoko, le maire de Saint-Denis, qui s'est illustré dès le début de son mandat en tentant un ballon d'essai sur le désarmement de la police municipale, mais qui, beaucoup plus gravement, a dit encore l'autre jour qu'il était d'accord pour faire siffler la Marseillaise, alors qu'il est supposé être maire de la République française, qui fait des clins d'œil racialistes, c'est même pas des clins d'œil d'ailleurs, c'est tout à fait ouvert, et qui surtout a mis dans le débat public l'hypothèse de l'appel à l'insurrection en quête de victoire de la droite aux élections présidentielles. Donc tout ça, ça fait que ce sont des coups littéralement de cornes de brume qu'il serait fou de ne pas voir et de ne pas entendre. La France insoumise, Romain Desarbes, je vous le dis ce matin, la France insoumise prépare la prise du pouvoir, que ce soit par les urnes ou par les armes. C'est ça que la France insoumise prépare. Il faut être lucide. LFI prépare la prise de pouvoir par les urnes ou par les armes. Il faut avoir la lucidité de le comprendre. Quand ils invitent le comité Adama dimanche, qui appelle régulièrement à s'en prendre aux forces de l'ordre, vous êtes régulièrement avocat de policiers, vous connaissez très bien les forces de l'ordre, c'est clairement un rassemblement anti-flic ? Ah mais c'est un rassemblement anti-république. Tout ce qui représente la République, et même plus largement la nation, tout ce qui représente la France, tout ce qui incarne la France au premier rang, desquelles institutions sont les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, sont des ennemis pour la France insoumise, bien sûr. Il crée toutes les conditions pour que nos institutions tombent, pour créer le chaos et prendre le pouvoir par la violence. En fait, ils font des appels du pied à tous les gens qui sont dans une logique personnelle ou structurelle ou ethnique, insurrectionnelle et anti-française, pour que le jour venu, sur une étincelle que soit ils déclencheront, soit qui sera déclenchée par un événement extérieur, il y ait la possibilité de très grandes manifestations qu'ils s'arrangeront pour transformer en émeutes et donc en actes de très grande violence. Leur rêve, Romain Desarbes, c'est de faire la convergence des luttes, c'est-à-dire le rassemblement entre l'ultra-gauche et les cités et les délinquants des cités qui s'illustrent régulièrement lors d'événements tels que ceux qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. C'est ça le rêve de la France insoumise. Et chaque jour qui passe, par petites touches, un peu comme un tableau impressionniste, il prépare les conditions de cet événement. Une nouvelle touche sur ce tableau impressionniste, justement, le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bakayoko, qui affirme que siffler la Marseillaise, c'est un droit à la réplique populaire lorsque la France se déshonore à l'international. Il dit on a le droit de siffler la Marseillaise. C'est une petite touche sur ce tableau que vous nous décrivez ? Moi, je pose simplement la question.
si un maire issu de l'immigration, puisque c'est le cas de M. Bagayoko, dans le pays de ses ancêtres, il est français, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais dans le pays de ses ancêtres, faisait la même déclaration sur l'hymne national de son pays d'origine, que ce soit des doubles nationaux algériens, maliens, eh bien, quelle serait la réaction sur place? Est-ce que simplement même ils en auraient l'idée? Bien sûr que non. Il y a aujourd'hui des gens qui, malgré leur écharpe tricolore, qui évidemment aggrave le cas, piétinent les valeurs de la République. M. Bakayoko en fait évidemment partie, mais il procède par message à peine codé dès avant même son élection. Il dit qu'il est attaqué parce qu'il contrarie, je cite, j'ouvre les guillemets, la norme blanche avec ses propos. C'est sans doute ce qu'il va dire, de ce que je dis. Mais c'est très intéressant ce propos sur la norme blanche, parce que, d'après ce que j'ai compris, nous sommes une république laïque, nous sommes une république universaliste, c'est-à-dire que tous les gens qui vivent sur le territoire de la République française adhèrent à nos valeurs, qui sont des valeurs qui n'ont rien à voir avec les origines, la couleur de peau ou la religion. Et il fait tout le contraire. C'est ça qui est très intéressant. Et quand on l'attaque politiquement, parce que ce que je fais, ce sont des attaques politiques, parce que je pense que ce à quoi il se livre, lui et ses camarades de la France insoumise, ce sont des attaques insupportables et qui mettent en danger la République française, eh bien, quand on l'attaque, eh bien, évidemment, il se drape derrière les Blancs, les Blancs qui sont sans doute racistes, c'est lui qui racialise le débat. C'est tout à fait sidérant, parce que c'est l'inversion accusatoire. Il faut bien comprendre ce que fait la France insoumise en France aujourd'hui. Thibault de Montbrial, invité de la grande interview CNews Europe 1. Politiquement, il pourrait doubler Jean-Luc Mélenchon? Alors moi, je pense que ce qui menace les cadres de la France insoumise, qui jouent avec le feu avec les islamistes et avec toute une population qui déteste la France, comme les exemples que l'on vient de donner le démontrent, c'est qu'il leur arrive, si jamais ils arrivaient au pouvoir, ce qui est arrivé à l'extrême gauche iranienne en 1979, qui s'est allié avec les islamistes, et une fois qu'ils ont gagné, ils ont été les premiers égorgés par leurs alliés. Et je pense qu'il y a une génération de cadres de la France insoumise qui n'est pas les cadres, pour reprendre les propos de M. Bakayoko, qui sont les Blancs, qui sont ceux qu'on voit toujours sur la photo aux côtés de M. Mélenchon, et que ceux qui sont derrière, les jeunes élus notamment du mois de mars dans certains quartiers, qui sont très offensifs dans le discours, comme on vient encore de le voir avec le maire de Saint-Denis, eh bien le moment venu, bousculeront d'une manière ou d'une autre, plus ou moins violemment, mais sans doute assez violemment au sens physique, les cadres de la France insoumise d'origine. Dimanche, on sera le 21 juin, jour du début de l'été, jour de la fête de la musique, et il y a des matchs de Coupe du Monde. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet d'être ferme et de n'accepter aucun débordement. On a envie de dire heureusement. Il y a besoin de le préciser maintenant? Vous connaissez la chanson de Dalida, Parole et parole. Parce qu'un homme, ça se juge pas par les paroles, mais bien sûr par les actes. Oui. Moi, ce n'est pas un secret. J'aime beaucoup Laurent Nunez. Par ailleurs, c'est tout à fait notoire, donc je le redis ce matin. Mais je pose la question. Lorsqu'il y a eu les très graves émeutes, qui étaient tout à fait prévisibles, parce qu'on s'y attendait depuis 3 semaines, le soir de la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, il y a des forces de sécurité qui ont été déployées. D'abord, on n'a pas déployé les blindés de la gendarmerie, les Centaures, on n'a pas déployé les canons à eau des CRS. Et ensuite, sur le terrain, il y a eu des exactions bien plus graves que ceux sur lesquels le gouvernement a communiqué. Il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu des intrusions dans les immeubles, il y a eu énormément d'agressions physiques. Et où étaient les forces de l'ordre? Bien sûr qu'elles étaient là, mais il y a eu beaucoup d'images où elles ont reculé. Et là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas simplement donner des consignes de fermeté. Ça fait 40 ans que les ministres de l'Intérieur successifs donnent des consignes de fermeté. À un moment donné, il faut se souvenir d'une chose. C'est que le gouvernement, l'État, a le monopole de l'usage de la force légitime dans un cadre. Il y a un cadre juridique. Il ne s'agit pas de sortir de ce cadre. Mais ce cadre permet, face à la vive force, d'utiliser la force. Et on n'ose plus l'utiliser? Mais bien sûr qu'on n'ose plus l'utiliser. Il faut aujourd'hui assumer le fait que la santé des voyous, la santé des émeutiers compte moins que la protection de la population. Je ne pleurerai jamais, jamais sur un émeutier qui sera tué ou blessé dès lors qu'il aura été tué ou blessé dans des actes qui exposaient un citoyen ou un policier à un risque de mort. Et vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de paraphraser le droit sur l'usage de la force. Et donc, il faut assumer que la protection des Français, c'est la priorité, quoi qu'il en coûte. Tiens, comme dirait l'autre. Il faut sortir les Centaures? Les Centaures sont ces véhicules de la gendarmerie ultra blindés avec des canons à eau.
Je dis que lorsqu'il y a des événements dont on sait par expérience que systématiquement ils dégénèrent, il faut au moins prévoir à des endroits stratégiques rapprochés, c'est-à-dire sortir de leur garage, en clair, le rapprochement de véhicules de cette nature. Les centaures, les canons à eau, mais c'est surtout, Romain Desarbes, une question d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut assumer le contact. Il faut que la police et la gendarmerie assument le contact. Et ça, c'est pas une question de chef de la police ou de la gendarmerie, c'est une question politique. Qu'est-ce que ça dit de la société ? Ah bah ça dit sa grande faiblesse. Ça dit notre délitement permanent, mais vous savez, c'est l'effet toboggan, c'est-à-dire qu'on descend de plus doucement, et puis à un moment, il y a une accélération. Et ce qu'on voit depuis un an et demi, c'est pas d'hier, mais ça accélère à chaque fois, c'est que les mesures d'apaisement de l'État, notamment sur le terrain, sont systématiquement interprétées par les émeutiers comme étant de la faiblesse. Donc l'État se dit, oulala, on va essayer de pas blesser des gens pour pas que ça s'envenime, mais c'est en n'allant pas au contact que ça s'envenime, parce qu'en face, les gens se disent, en fait, on nous vend la force de l'État, il y a des discours, des rodomontades, mais en fait, tout ça n'est pas suivi d'effet. Et une fois que les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, et c'est ça qui encourage la violence. La société française, vous le diriez comme ça, est un point de bascule. Oui. Une société, en réalité, ça tient quand il y a plus de monde qui a intérêt à ce qu'elle ne bouge pas que de monde qui a intérêt à ce qu'elle s'effondre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vais vous dire pourquoi je pense que la société française est à un point de bascule. Comme président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, depuis 2 ans, j'ai fait 43 réunions publiques dans toute la France. J'ai rencontré au total un peu plus de 6000 personnes. Des policiers, des gendarmes des citoyens, c'est ouvert. Il y a des policiers et des gendarmes, mais il y a bien au-delà. Oui. Il y a des patrons, des commerçants, des médecins, des ouvriers. Il y a plein de gens qui viennent me voir. Et en général, il y a des repas, on discute, etc. Je vois aussi beaucoup d'élus locaux. Partout, Romain Desarbes, partout. Je vois des gens qui sont sur un spectre qui va du centre jusqu'à toutes les gammes de la droite. Et je vois des gens qui sont exaspérés, qui n'ont plus du tout confiance dans les politiques nationaux, dont ils considèrent que ce qu'ils ont fait depuis 30 ans a amené la France là où elle est aujourd'hui, qui réclament un renversement de la table, qui attendent le retour de l'autorité de l'État, le retour du bon sens, le retour des choses simples, le retour de la possibilité de travailler sans être écrasé par les normes et les impôts. Vous voyez, tout un tas de choses qui sont des choses de bon sens et qui n'ont plus confiance. Et plus grave, et je réponds complètement à votre question, il y a une défiance envers le personnel politique national, mais il commence à y avoir une défiance envers les institutions. Et quand vous avez l'addition entre la défiance envers le politique national et les institutions, eh bien c'est là que toutes les aventures sont possibles. Justement, défiance vis-à-vis des institutions, défiance vis-à-vis de la justice. On va parler de Liana. Liana, c'est cette petite fille de 11 ans qui a été violée, on l'a appris cette nuit. La France est choquée par ce qui est arrivé à cette petite fille. On a appris cette nuit qu'elle avait été violée et de l'ADN a été retrouvé sur ses parties intimes. Jérôme Barella, le principal suspect, a fait l'objet de plusieurs plaintes sans jamais avoir été inquiété. Énorme choc partout en France, dans toutes les familles. Comment est-ce qu'on en est arrivé à pareil drame ? Vous connaissez très bien la police, vous connaissez très bien la justice. Alors d'abord, je partage évidemment à la fois la sidération et la tristesse, mais surtout la colère. C'est littéralement, au sens propre du mot, c'est insupportable. On ne peut pas supporter que dans une démocratie, des événements comme ça se produisent avec l'ensemble des chaînes de défaillance qui ont été identifiées en amont. On va voir, ça va être très intéressant, dans quelques jours, il va y avoir le rapport de l'inspection de la justice qui a été commandé par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Ça va être très intéressant de reprendre de séquence par séquence ce qui a permis d'en arriver là, ce qui a conduit à en arriver là. Mais d'une manière générale, un peu en vrac. Beaucoup de choses ont été dites et de rester dans le commentaire permanent, ça a un peu des limites. Mais je voudrais ajouter des éléments qui ont peut-être été moins dits. D'abord, il y a eu une réforme de la police judiciaire il y a 3 ans qui, alors ça ne concerne pas directement Liana parce que ce sont les gendarmes qui étaient sur l'enquête, mais quand même, d'une manière générale, sur le délitement de la justice, aujourd'hui, on est obligé de dire, moi j'étais plutôt pour, vous voyez, je dis tout à tous ceux qui nous regardent. Oui. Il y a 3 ans, j'étais plutôt pour la réforme. Mais on est obligé de dire aujourd'hui qu'elle ne fonctionne pas. Il y a un énorme problème d'efficacité. Ensuite, il y a un problème majeur de conformisme dans la justice. Le parquet d'Auch, de ce qu'on en sait, on verra dans le rapport, mais a entendu privilégier des procédures telles que le fait d'entendre une quarantaine d'agriculteurs qui avaient déplu en s'énervant un peu à un carrefour, qui avaient déplu politiquement. Là, il y avait du temps et des moyens, vous comprenez ? Alors que pour Jérôme Barella, semble-t-il, ça paraissait beaucoup moins urgent. Il y a des choix, des priorités procédurales
qui ne vont pas. Mais ça, c'est plus... On va voir. Et le dossier s'est également ensablé dans une brigade de gendarmerie. Alors, non, mais le dossier, il a mis des semaines. Visiblement pas... où les gendarmes n'étaient pas très occupés, suroccupés. On va voir ce que dit l'instruction. Mais ce que j'ajoute, deux choses. Un, quand les gens découvrent, parce que nous on le sait les avocats, mais quand les gens découvrent qu'encore aujourd'hui on transmet les dossiers de parquet à parquet par courrier, et que ça prend des semaines à traiter. Je vous écris par courrier, ça va déjà prendre 4 jours. Oui. C'est plus rapide de vous envoyer un mail. Oui. Mais quand en plus il faut 2-3 semaines de traitement, ça ne va pas. Et puis, un point que je voulais souligner ce matin, il faut absolument renverser la table en matière de procédure pénale, simplifier, utiliser l'intelligence artificielle. On est encore aux 3/4 du XXe siècle en matière d'informatique judiciaire. Il est urgent de passer à la fin du premier quart du XXIe. La loi philippine. Le député Ensemble pour la République, Charles Rodwell, a fait courageusement adopter une proposition de loi, la loi philippine, qui allonge les délais de rétention à 210 jours dans les centres dédiés pour les étrangers qualifiés de dangereux. Ça a été largement adopté, mais il faut noter l'absence de la gauche dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, je voudrais souligner que Charles Rodwell fait partie de ces jeunes députés qui sont courageux, vous l'avez dit, et qui incarnent un vrai pragmatisme. C'est-à-dire qu'il est issu des rangs politiques de Renaissance, mais il fait partie des gens qui, très clairement, et indépendamment des questions de conviction ou d'idéologie, ont compris l'urgence, notamment sur les questions de sécurité et d'immigration, de prendre des mesures radicales dont la France a besoin. Ce qu'il a fait, c'était mettre le droit français en conformité avec une directive européenne. Il faut rappeler que nous étions en dessous du seuil de ce que l'Europe permettait. C'est bien que la gauche n'aille pas voter ce genre de texte. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça vaut mieux qu'un long discours. Il faudra, quand on sera dans le temps de l'élection présidentielle à partir de la rentrée, il faudra se souvenir, il faudra ressortir qui a voté quoi. Il faudra mettre les gens devant... Quand on aura des gens de gauche sur les plateaux qui, lors de débats, viendront d'un air martial nous dire qu'avec eux, c'est pas vrai qu'ils sont laxistes en matière judiciaire, de sécurité, etc., eh bien, on reprendra les votes. On reprendra aussi les votes au Parlement européen. Il y a également au niveau européen justement le pacte sur l'asile et la migration qui est entré en vigueur le 12 juin dernier. Ça c'est très important. Très important. C'est passé grâce à l'Union des droites européennes, grâce à l'Union des droites. Politiquement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est-à-dire, quand la droite se réunit, ça fonctionne et on avance ? Mais d'abord, c'est passé grâce à l'abnégation, au travail remarquable de François-Xavier Bellamy, il faut le dire. Ensuite, c'est exactement ça. Je reviens à mes balades en France où je renvoie les gens, où je rencontre les gens comme je vous le racontais tout à l'heure. Mais c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent que les politiques de bonne volonté qui pensent globalement la même chose ne se chicorent pas sur des questions de parti, sur des questions de silos, sur des questions d'ego, mais se réunissent et votent les textes fondamentaux dont les Français et les Européens ont besoin et qu'ils attendent. Et ce qui s'est passé au Parlement européen, là aussi il faudra sortir les votes, parce que quasiment toute la gauche a voté contre, et dans le groupe macroniste, c'est en gros moitié-moitié. Donc ce sera très intéressant pour révéler qui est qui en matière de détermination pour préserver les intérêts du pays. Thibault de Montbrial, il faut l'union des droites en France, pas uniquement à Bruxelles ? Je pense que l'union des droites, elle est indispensable, mais elle ne se fera pas par les partis, elle se fera par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un événement, il y aura des gens qui vont se réunir. Un homme ou une femme qui va va s'imposer ? Un homme ou une femme, ou un groupe d'hommes et de femmes qui vont s'imposer. Vous savez, il y a une chose que personne ne dit jamais. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'union des droites, c'est pas la seule. Il y a les égos, etc. Bon, ça, tout le monde le dit. Mais il y a le système de financement de la vie publique. Un parti politique, aujourd'hui, s'il présente 50 députés qui font plus de 2% aux législatives, pendant 5 ans, ça garantit une rémunération qui est, je crois, d'1,68 €. Elle a peut-être été un peu revalorisée par voix et par an. Donc, c'est une véritable manne. Donc, ça n'encourage évidemment pas à s'unir. Et il y a donc des petits groupes d'intérêts qui sont protégés, avec des gens, des politiques qui en vivent et qui ne savent faire que ça. Et c'est ça dont les Français ne veulent plus. Donc il faut casser tout ça. Thibault de Montbrial, est-ce que vous pourriez être candidat pour 2027 ? Candidat à quoi ? À l'élection présidentielle ? Oui. Écoutez, vous dites beaucoup de choses, vous avez des idées très précises, très argumentées. La dernière fois que j'ai compté, il y avait 31 candidats. Tout le monde dit que c'est trop. C'est vrai qu'il n'y avait pas de candidat de la société civile. Vous ne me dites pas non, là. Non, mais je vous fais une réponse argumentée. Oui. Je vous dis ni oui ni non. Ce qu'il y a une chose qui est sûre, Romain Desarbres, sérieusement, c'est que pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais ce qui est certain aussi, c'est que je suis absolument déterminé, mais les gens qui nous suivent le savent depuis longtemps, absolument déterminé à apporter ma voix et mon énergie
dans le débat public l'année prochaine. Ça, il n'y a aucun doute. Thibault de Montbrial, À quelle place, on verra et on en reparlera. qui veut peser dans l'élection de 2027. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de CNews et dans le studio d'Europe 1. Merci à vous. Thibault de Montbrial était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Bonne journée, à bientôt.